Bref, donc voilà pour les infos de la semaine, on peut enchaîner avec les affiches de la semaine si tu veux bien. Les affiches et donc les gros matchs qu'on a vus et dont on veut discuter. Sur quoi je peux te lancer en premier? Est-ce que tu veux qu'on discute de Boston, tant qu'à faire? Ouais, on peut commencer par Boston en vrai. Tu as vu deux matchs de Boston cette semaine, donc Boston contre Dallas. Ouais. Ils ont mis une plutôt bonne fessée à Dallas. Et puis aussi, il y avait un Boston-New York d'il y a quelques jours aussi. Je te laisse carte blanche sur tes Boston Celtics, la meilleure équipe de l'histoire de l'NBA. On pourra en reparler tout à l'heure de ça, ouais, avec plaisir. Mais ouais, non, il y a eu des belles fessées un peu dans tous les sens, que même New York, ils ont pris un peu leur revers aussi, mais de manière différente. Donc c'est-à-dire que la défaite des Knicks contre les Celtics, excuse-moi, ça arrive plutôt sur un match où Boston change un petit peu sa manière d'attaquer et en fait a connu une des plus grosses fréquences au cercle depuis le début de la saison, toute équipe confondue, et la plus grosse fréquence au cercle des Celtics tout simplement sur cette saison, avec 49% de fréquence au cercle, donc c'est 36 tirs. Et c'est assez énorme, hein. C'était leur plus haut total à ce moment de la saison, parce qu'après contre les Sixers, ils ont refait ça. Mais les Sixers, c'est pas vraiment une équipe compétitive, donc ça a un peu moins d'intérêt. Là, ça avait quand même une équipe qui était presque avec les titulaires, et ils ont vraiment réussi du coup à attaquer en fait le cercle des Knicks, et en fait ils l'ont fait de plein de manières différentes, et ça j'ai trouvé ça assez encourageant en termes d'animation offensive, parce que il y a eu du drive, mais ça a été aussi réalisé parce que en fait ils ont réussi à le faire à travers différents joueurs et par différents moyens, et pas seulement sur du drive ou du pick and roll. Donc il y a eu un peu différentes actions qui ont été mises en place, et il y a eu des super bonnes manipulations, je trouve, de la défense de la part de Tatum et même de Jaylen Brown, qui se montre plutôt agressif et plutôt en direction du cercle sur les derniers matchs. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a toujours un truc moi qui me frustre un peu, c'est l'utilisation quand même de Porzingis, que je trouve pas assez volumineuse. Elle est très optimisée, donc c'est très efficace, mais je trouve que c'est pas assez volumineux. Et il y a justement une action qui permet à Jaylen Brown d'aller au cercle, c'est quand Porzingis est au poste bas et attire forcément un deuxième défenseur sur un côté vide. Et en fait, Porzingis a vraiment cette capacité d'envoyer des passes à une main, même avec un rebond dans le bon tempo pour punir des backdoors ou même des cuts en plein milieu de la raquette à 45. Et je trouve que c'est pas assez utilisé. Mais globalement, ouais, Boston sur ce match-là a été vraiment capable de punir en allant au cercle. Et à contrario, contre Dallas, c'est une toute autre salade qui a été servie du coup aux amis texans, parce qu'ils sont pas du tout allés au cercle Boston. Donc ils ont pris que 19 tirs au cercle sur le match contre Dallas. Et par contre, là, c'est vraiment le shoot making des Celtics qui a fait gagner le match. Donc déjà, qui permet en fait à Boston de rester dans le match tout du long, parce qu'il rentre énormément de 3 points, même des 3 points contestés. Enfin, je roule l'idée, il est à 3 sur 3 à la fin du premier quart-temps, Ouais. je crois, à 3 points. Les 3 points qu'il prend, il les rentre peut-être une fois sur 4 ou une fois sur 5, tu vois. Ouais, c'est les trucs dans le corner là où il fait un Ouais, fadeaway dans le corner à 3 points. Tu dis, ouais, bon, ok, t'as merci. compris. Et il y en a beaucoup des comme ça. Et il y a beaucoup Ouais. de pick and pop de Porzingis où t'es là, genre, bah ouais, mais bon, tu peux faire mieux. Et surtout qu'en deuxième mi-temps, ça rentre pas. Mais en deuxième mi-temps, du coup, c'est plutôt le shoot making de Tatum qui a été impressionnant, parce qu'en fait, en fait, les Dallas avaient pas vraiment de réponse à Tatum. Donc au début, ça a été beaucoup les autres joueurs qui ont été mis un peu en avant du côté des Celtics sur le début du match. Et en fait, à partir du moment où Mazzulla il a compris que ni Josh Green, ni Maxi Kleber, ni PJ Washington pouvaient vraiment gêner Tatum, du coup le scoring est un peu plus passé par lui ensuite, avec pas mal de drive et pas mal de post-up aussi. Mais du coup, voilà un petit peu pour Boston là-dessus. Moi, j'ai trouvé aussi, juste pour finir sur Boston avant de passer sur Dallas, que ils n'avaient pas été très bons en défense du pick and roll, en fait, Boston. Ils ont eu un peu du mal parce que vu qu'ils avaient et PJ Washington et Derek Lively du côté de Dallas, ils pouvaient choisir en fait de faire venir poser le pick aux joueurs qui étaient défendus par Porzingis. Et du coup, vu que Boston n'a pas pré-switché,
et bah tu te retrouvais dans beaucoup de situations où en fait Porzingis devait défendre le poseur d'écran, il n'était pas dans son rôle de roamer habituel et du coup il pouvait beaucoup plus utiliser le pick and roll de cette façon-là. Et j'ai trouvé que le pick and roll entre Kyrie et Derek Lively était très bon aussi. Et j'ai de Oui. manière générale trouvé Derek Lively très très bon sur le match et j'ai été surpris qu'il joue que 23 minutes parce que j'ai trouvé que ce soit défensivement ou offensivement, c'était super efficace. Toi, je sais que tu l'aimes bien en plus, Derek Lively, enfin, t'étais plutôt haut dessus. Et c'est vrai que le match est impressionnant par son activité défensive et offensive. Mais en fait, ce qui m'a un peu étonné sur ce match-là, c'est que tu vois, on avait donc soit Doncic, soit Kyrie qui voulait attaquer justement le pick and roll et qui, alors Doncic en plus, je crois que c'est un des seuls de NBA peut-être qui peut faire ça, mais genre il a joué l'idée sur lui, il appelle un écran, il fait venir Derrick White. Il préfère que ça switch et avoir Derrick White. Je crois que c'est un des seuls de NBA qui réclame Derrick White plutôt que jouer l'idée. Et puis ensuite il attaque Derrick White sur un pick and roll un peu normal avec un grand en fait. Et voilà, parce que le match-up est mieux et que c'est question de profil. Hein. Derrick White est un très bon défenseur, mais il est un peu plus petit, moins costaud. Donc Doncic va un peu l'attaquer comme ça. On a aussi le fait, j'ai une possession au poste bas, il va tranquillement s'installer au poste bas contre Jrue l'idée. Et puis voilà, il attaque d'un côté, 2-3 coups d'épaule, il fait un spin, il prend le tir. C'est d'une facilité déconcertante. Mais non, ce qui m'a étonné par rapport à Boston, de ce dont tu parlais, c'est que on a eu des ajustements en fait. On a eu, tu vois, on a eu un pick and roll qui attaquait Porzingis, Kyrie ou Doncic. Ok, ça marche pour Dallas, super. Donc la position d'après, tu dis ah cool. Donc maintenant c'est Tatum qui est sur Derek Lively et donc il y a l'ajustement, c'est bien. Et en fait la position d'après, non, c'est de nouveau Porzingis qui est sur le pivot. Tu dis mais en fait peut-être qu'il faudrait faire un ajustement un peu plus long que ça, quoi. Peut-être éventuellement. Mais ouais, il y a eu 2-3 trucs comme ça, mais je pense que sur ce match-là, en fait, l'attaque de Dallas a été bonne, mais c'est juste qu'elle pouvait pas tenir le rythme avec les Celtics, en fait. On a été, comme la moitié des tirs de Boston a été pris à 3 points, et avec une réussite de 50%. Bon, à partir de là, effectivement, tu vas pas au panier, tu prends pas de tir au panier, mais c'est pas grave, en fait. Tu arrives quand même à mettre une fessée 138 à 110 parce que tu mets 50% de tes 3 points. Bah, forcément, les points s'accumulent très vite, on va dire. Mais alors, j'avais une question pour toi, du coup, c'est que tu nous as parlé, donc, les 2 matchs récents, Philadelphie et New York, contre qui ils font 50% de leurs tirs, non pas à 3 points cette fois, mais au panier, donc une très très forte fréquence de tirs au panier, ce qui est un peu inhabituel pour Boston, puisque avant et après ça, on n'a que des performances qui sont très très faibles. Ouais. On connaît, hein, c'est un peu le profil de cette équipe, mais en termes de où est-ce que les performances se situent, tu vois, ok, les deux contre Philadelphie et New York, c'est dans le 50e centile, dans le 99e et 98e centile, donc c'est incroyable le nombre de tirs au panier qu'ils ont pris. Et par contre, avant, pour trouver un match où ils sont au-dessus du 50e centile, il faut remonter. Ouais, 50e centile, au moins, hein, rien que ça. Hein. Ouais. Pas 50% des tirs, mais au moins autour des 30% de tirs au panier, on va dire. Bon, bref, c'est des performances contre Washington, Atlanta, Memphis. Bon, pas des grosses défenses. On continue à remonter. Et là, on est début février. Hein. On continue à remonter. Toujours des scores faméliques de fréquence au panier. On continue. Et puis, il faut remonter à Indiana, où ils ont pris pas mal de tirs au cercle aussi, mais c'était le 8 janvier. Bon, ok. Enfin bref, il faut remonter contre des bonnes défenses. Il n'y en a pas tant que ça, des matchs où Boston prend beaucoup de tirs contre des bonnes défenses. Donc, à part peut-être New York un peu. Mais est-ce que pour toi, tu as senti que c'était juste une question de, tu vois, notamment les Sixers, il n'y avait pas de protection de panier parce qu'il n'y avait pas le personnel, il n'y avait pas Joel Embiid, ou est-ce que stratégiquement il y a des choses différentes qui ont été faites? Je trouve qu'il y a des choses différentes qui sont mises en place dans l'approche, surtout de Jaylen Brown et de Jason Tatum. Et je trouve que du coup il y a beaucoup moins de pull-up en fait sur ces matchs-là. Par exemple sur le match contre les Sixers, je crois. C'est vraiment, tu regardes la shoot card de Jaylen Brown, on dirait une shoot card de Zion Williamson, quoi. Shot chart. T'as un tir dans le corner. Shot chart, ouais, excuse-moi. Shot chart. Et on dirait celle de Zion, il prend que des tirs au cercle. Donc il y a une approche un petit peu des joueurs à fort usage qui est vachement orienté sur ça. Et après, c'est des matchs qui sont assez inhabituels en termes d'approche tactique. Et par contre, le match d'hier contre Dallas, c'est un match que j'ai vu et revu toute l'année, quoi. Il y a vraiment, tu reconnais un peu les patterns plus habituels avec peu de pick and roll et plutôt du pick and pop, peu de drive, beaucoup de post-up.
et un peu des choses comme ça. Donc bon, je trouve ça un peu dommage et c'est surtout, enfin, moi je trouve ça pas forcément rassurant parce que du coup tu te confortes un petit peu dans ce que tu faisais déjà l'année dernière et tu le fais avec une meilleure qualité parce que tu as des meilleurs joueurs, mais c'est pas forcément un meilleur régime de tir. Donc je suis pas Ouais. forcément convaincu de l'approche. Mais même l'approche de Dallas offensivement, je l'ai pas trouvé très bonne. Je pense qu'ils auraient dû plus insister par exemple sur Lucas, que ce soit sur White ou que ce soit sur même Jrue Holiday. Je pense qu'ils n'avaient Oui. pas de réponse de manière individuelle et je sais pas pourquoi ils ont arrêté bah, juste de faire du post-up. Quitte à avoir une attaque qui a pas de cohésion, mettez le ballon dans les mains de Luka et faites du post-up parce qu'en vrai, Boston avait vraiment aucune solution à ça. Et il y a même des fois où il demandait justement l'action dont tu parles où il attaque Jrue Holiday très facilement au post-up. Il est défendu à la base par Jalen Brown et il demande un écran de la part du gars qui est défendu par Jrue Holiday pour attaquer Jrue Holiday. Donc même Jrue Holiday, en fait, il peut le bully. Et moi, j'ai eu des flashs aussi quand il a attaqué Peyton Pritchard au post-up, Lucas. Je me Ouais. suis rappelé de Butler contre Pritchard en finale de conférence. J'ai eu des sueurs froides. Donc ouais, je comprends pas pourquoi ils ont pas pu s'insister là-dessus. Parce que sinon, ils ont pas, en fait, ils ont pas de synergie offensive, quoi. Très peu. Et du coup, bah, quitte à pas en avoir, j'aurais un peu continué sur ça. Mais voilà. Sur Porzingis aussi, j'ai trouvé que plutôt une bonne réussite sur les switches, notamment. Et en fait, je parle de ça, mais au-delà de cette réussite-là, je trouve que Porzingis, et j'ai envie d'insister, on l'a peut-être pas assez fait cette saison. On a déjà parlé sur une hebdo, un match contre Miami, mais Mm. pour moi, l'élément du pick and pop Oui. qu'apporte Porzingis, c'est un truc qui, stratégiquement, peut changer la phase d'une série, en fait. Hein. Et en termes de tactique, en termes de stratégie, c'est un élément que les Celtics n'avaient pas, parce que tu sais, on parle beaucoup de l'an dernier et puis l'année d'avant les Boston étant spacing 5 out optimal, Ouais. etc. Certes, ils ont des joueurs qui pouvaient shooter à 3 points et à l'intérieur, il y avait Horford. Ok, mais il y a une différence entre avoir un 5 out parce que tu as 5 shooters potables et avoir un mec en fait qui à ce point peut changer et faire douter et manipuler entre guillemets un peu les couvertures défensives adverses. Et je trouve qu'on l'a vu sur un match contre Miami plus tôt cette saison où ça a complètement changé la dynamique comparé au final de conférence l'an dernier. T'avais des actions où Bam Adebayo, plutôt que d'aller au panier, mais il se dit ah mince, il faudrait pas que je reste sur Porzingis, et du coup t'avais des lignes de drive qui étaient ouvertes. Et là Mm. sur ce match, j'ai retrouvé ça un peu avec donc la défense de Dallas qui a fait plutôt un bon job pour limiter au panier. Mais il y a aussi le pick and roll où ils étaient perdus, quoi, parce que là encore, d'une possession à l'autre, ça a changé. C'est-à-dire, on fait un drop un peu classique sur un pick and roll, du coup, passe facile pour le pick and pop, parce que pick and pop à 3 points versus le drop qui est très bas, c'est le contre-move parfait. Ok, donc ensuite, on faisait un peu, Dallas essayait de faire du late switch, donc de switcher un peu plus tard, enfin bref, juste de switcher et donc avoir l'extérieur qui reste sur le pick and pop, mais ça marchait pas forcément non plus parce qu'il peut quand même shooter par-dessus. T'avais des situations où du coup, comme ça se mettait à switcher, il pouvait aller un peu au poste bas, et c'est là aussi où je pense que bon, il y a une vraie différence, c'est un peu ça le point que je veux développer aujourd'hui, c'est il y a une vraie différence entre juste avoir un bon spacing et en fait avoir un vrai spécialiste, un vrai shooter d'élite, Mm. pour qui tu lances plein de petits systèmes qui peut-être que même la majorité des fans diraient mais c'est pas un système ça, mais en fait si, c'est des petits trucs, tu sais, où juste tu remontes la balle en semi-transition et puis tu fais un pick ou alors tu fais un dribble and off un peu, Mm. t'as l'air de rien, mais c'est plein de petits systèmes comme ça juste pour mettre dans un fauteuil juste un peu pour Porzingis à 3 points, et ça peut totalement changer, je trouve, hein, une série, et notamment les couvertures défensives il peut dicter les couvertures défensives de l'adversaire en fait. Ouais, clairement. Moi, j'ai des actions en tête sur le match d'hier par rapport à ça. Par exemple, il y a un pick and pop qui force Exum à venir en stunt. Oui, Donc, en fait, je crois, l'action, c'est Tatum qui a la balle sur un côté, qui est défendu par Maxi Kleber, et Porzingis, il est défendu par Gafford. Et du coup, il y a le pick and pop, et en fait, du coup, t'as Gafford et Kleber qui défendent un pick and roll, donc forcément, c'est un peu perturbant parce que les deux, ils savent pas trop quoi faire, donc ils vont à deux sur Tatum, ce qui libère du coup Porzingis pour le pop. Exum est obligé de stunter assez fort pour pas lui laisser un tir ouvert. Porzingis enchaîne sur une passe à Derrick White qui est ouvert à 3 points et du coup qui est aussi capable de punir parce que la menace qu'il apporte, je trouve, en plus Porzingis sur du pick and pop, c'est qu'il a cette faculté de passer aussi ou oui, même, tu vois, peut-être que je vais trop loin, mais moi je trouve qu'il a cette capacité de punir certains close-out
ou alors d'attaquer aussi, genre si tu paries trop sur le tir. Il y a une action justement qui est un peu comme ça où Kleber le suit trop dans un écran et du coup il récupère le ballon à la ligne à 3 points et il va au drive pour se trouver une situation de post-up. Donc il y a cette situation un peu à 3 points où il gêne un peu. Et il y a aussi ces actions moi, que j'aime beaucoup sur le côté avec des fake end-off ou des fake pin-down. Et en fait, souvent, le défenseur du joueur extérieur qui va utiliser l'écran de Porzingis reste un peu sur Porzingis et le double parce que c'est une situation où Porzingis est au post-up en fait et les défenses se mettent à doubler un peu Porzingis au post-up. Et en fait, c'est des actions un petit peu comme si du coup, tu venais coller un deuxième défenseur sur Porzingis et ensuite tu faisais un cut backdoor qui, du coup, t'attaques à 4 contre 3 derrière. Et vu vu que les Celtics sont des joueurs qui sont capables d'être des connecteurs, entre guillemets, d'exploiter un petit peu ces décalages qui sont générés, tu peux ensuite récupérer d'autres bons tirs ailleurs. Donc, je trouve qu'il y a deux trucs avec Porzingis, c'est un peu l'effet Kiss Cool. C'est, tu peux lui offrir des bons tirs parce que c'est un spécialiste et que tu sais comment générer des situations comme ça. Et aussi, par sa menace, il va générer des bonnes opportunités ou en tout cas des décalages pour d'autres joueurs qui sont capables de les exploiter. Bon, après, on sait que vous allez perdre contre Miami en finale de conférence. Oui. Voilà, on le sait, c'est joué d'avance. Spoelstra va faire l'ajustement de mettre Haywood et Smith sur Porzingis. Voilà, ça va tout. Voilà, on le sait, voilà, c'est écrit. Mais au moins, peut-être que contre certaines zones de Miami, peut-être que cette année, vous aurez un peu plus d'espoir avec le 3 points de Porzingis contre certaines séquences de zones, vous y croirez plus qu'avant. Mais non, mais blague à part, on est d'accord sur le rôle énorme, parce que comme tu dis, il y a aussi le passing, hein, la fameuse action que tu as décrite, c'est que tu as deux sur le ballon, du coup tu as un troisième homme qui vient aider sur le pick and pop, sauf que du coup il fait la bonne lecture. Et ça fait aussi partie des trucs sur lesquels il est meilleur, c'est le passing, un peu meilleur qu'avant, et le post-up aussi, où, comme dit, hein, sur ce match-là, il va punir des switches, donc voilà, on est d'accord. Mais après, bon, toujours pas de tir au panier. Et on n'aura peut-être pas 50% de réussite à 3 points en tant qu'équipe tous les matchs, mais on suivra ça. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.